Et nous allons tout de suite commencer avec un premier duo de l'après-midi avec Carole Pohu, donc architecte programmiste, et maître Xavier Mouriès, avocat au barreau de Nantes, sur un sujet finalement dans une forme de chronologie, sur le premier sujet qui est la question des marchés publics, afin de déterminer quelles sont l'évolution des pratiques et peut-être consécutivement des rôles. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Effectivement, une lourde tâche de reprendre cet après-midi, après la pause déjeuner. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Oui, je disais, une lourde tâche de reprendre les débats après la pause déjeuner, en parlant des marchés publics, notamment de la passation, de la gestion des marchés publics et de l'impact de l'intelligence artificielle. Alors, les marchés publics, c'est un écosystème, on va dire. Un écosystème, alors moi j'ai maintenant 20 ans à peu près de recul sur cette matière, sur le droit des marchés publics, puisque mon activité est orientée essentiellement sur le droit de la commande publique. Un recul qui m'a fait voir les choses, la matière évoluer, avec une révolution qui était celle de la dématérialisation. Je ne sais pas si ancien que ça, hein, c'est en 2008 qu'on a imposé la dématérialisation s'agissant des marchés publics. Et puis aujourd'hui, on a une nouvelle révolution, parce que c'est une révolution, c'est celle de l'intelligence artificielle. Alors elle touche cet écosystème, le droit des marchés publics, mais d'une manière générale tous les écosystèmes. S'agissant d'écosystème marché public, c'est un écosystème qui essaie d'être vertueux. Alors pourquoi il essaie d'être vertueux? Tout simplement parce qu'on met en place, on essaie de respecter une publicité et une mise en concurrence qui est gage d'efficience, mais aussi gage d'intégrité, puisqu'on va essayer de choisir le meilleur, sur la base de critères de sélection des offres. Et puis on va essayer aussi d'éviter le favoritisme et d'une manière générale la collusion ou la corruption. Alors cet écosystème qui essaie d'être vertueux, alors je dis bien essaie parce que comme tout système il est perfectible, cet écosystème il va être lui aussi bousculé d'abord par la dématérialisation et puis aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Alors, c'est un écosystème, on va dire, qui n'est pas n'importe lequel. Hein. On est en train de parler ici d'à peu près, en volume financier, en surface financière, de montants exorbitants, c'est 100 milliards d'euros à peu près, hein, le poids de la commande publique en France à la sortie du Covid. C'est à peu près ramené au PIB, au produit intérieur brut de la France, 8%, vous voyez, c'est considérable. Et donc, cette matière vivante, on va dire, qui aboutit finalement à des commandes, on va dire, extrêmement importantes pour un certain nombre d'entreprises, et bien effectivement, l'IA a son importance, va jouer sur les modes de sélection, sur la façon dont on va pouvoir aborder, qu'on soit du côté des acheteurs, comme finalement des entreprises qui répondent au marché public. Alors, pour avoir un fil conducteur et structurer notre propos, on va partir d'un exemple. Hein, on a pris cet exemple-là avec Carole Pohu, à savoir la construction d'un groupe scolaire par une commune. C'est l'exemple le plus simple, hein, qui nous vient à l'esprit. Et cette construction d'un groupe scolaire par une commune, ça passe par, bien sûr, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage public et donc la passation de marché public. Passation d'un marché public pour le choix d'un programmiste, dans le cadre de la définition du besoin. Passation ensuite d'un marché public pour le choix d'un maître d'œuvre, un architecte. Et puis passation de marché de travaux, normalement dans un cadre à l'outil. Alors, s'agissant des différentes étapes, on va dire, de la passation d'un marché public et de l'impact finalement de l'intelligence artificielle, on va aborder tout d'abord cette question primordiale de la définition du besoin, en quoi l'IA peut nous aider finalement pour définir notre besoin lorsqu'on est acheteur. Ensuite, on abordera les impacts de l'intelligence artificielle s'agissant de la passation des différents marchés publics, avec le rôle central, bien sûr, lié finalement à l'analyse des offres, en quoi finalement l'IA va nous aider à analyser les offres. Et puis enfin, on s'interrogera sur la transformation des rôles, à savoir est-ce que le rôle d'un AMO, d'un programmiste, d'un responsable de la commande publique et même d'un juriste est transformé véritablement par l'IA
plutôt quelles sont ces évolutions. Alors d'abord, l'IA, l'intelligence artificielle, outil de définition du besoin. Avant d'acheter, il faut connaître son besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser, s'agissant de notre groupe scolaire, finalement, ce besoin. Il faut envisager quelle va être l'évolution des enfants sur ce territoire qui vont pouvoir aller à l'école et construire le bâtiment en fonction. C'est relativement simple. Mais ça demande finalement de responsabiliser le maître d'ouvrage public. Ce maître d'ouvrage public, il est responsabilisé, si on regarde, si on prête l'attention du juriste, au titre de la loi MOP, loi qui aujourd'hui est codifiée dans le Code de la commande publique, et qui impose finalement à ce maître d'ouvrage, en l'occurrence la commune, si on prend l'exemple de notre groupe scolaire, de s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, et puis d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe prévisionnelle, d'en arrêter le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé, et de conduire avec le maître d'œuvre et les entrepreneurs qu'il choisit les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Donc il est responsabilisé sur ces tâches, et ces tâches finalement vont amener à la passation de différents marchés. Et on y verra, c'est des tâches forcément qui sont chronophages, qui demandent des moyens humains et matériels, et l'IA va pouvoir nous aider. Alors, tout d'abord, commençons dans cette tâche de définition du besoin sur la connaissance finalement des solutions qui sont proposées par les entreprises. Et cette connaissance passe par la procédure du sourcing finalement, c'est la démarche qui est parfaitement légale, où on s'interroge, lorsqu'on est un acheteur, lorsqu'on est une commune, sur la façon dont on peut construire un bâtiment, pourquoi pas avec des matériaux biosourcés ou des choses qui peuvent se faire. Voilà. Et puis ensuite, on définira un programme avec l'aide d'un programmiste, ce qui me permet de laisser la parole à Carole. Donc, si on reprend notre exemple de groupe scolaire, la première tâche, une fois que l'acheteur public a défini les programmistes qu'il pouvait solliciter, l'IA va l'aider pour monter son cahier des charges de consultation. Finalement, cette démarche, elle est valable pour tous les marchés qu'il va pouvoir passer. Et dans le cas d'un groupe scolaire, c'est un exemple, mais c'est adaptable à d'autres types de bâtiments. L'IA va permettre également à la collectivité de l'aider dans l'évolution des effectifs. L'IA est un bon outil pour prédire l'évolution, puisque c'est basé sur des statistiques. Ça marche assez bien pour prédire les effectifs. Or, dans le cas de notre groupe scolaire, la question fondamentale qu'il faut poser aux programmistes, c'est combien de classes, la typologie des classes, etc. Et ça, dans ce travail-là, on a pu essayer. L'IA fonctionne assez bien parce qu'elle va aller chercher les données de l'INSEE, par exemple, les données du PLH, les données diverses et variées qui vont alimenter la base et va l'aider en fait à définir l'évolution de la population et en déduire le nombre de classes à construire. Et c'est sur la base de cette évolution des effectifs et de l'analyse territoriale que l'acheteur va pouvoir passer son marché de programmation. L'IA va également permettre le sourcing, donc ça Xavier en a parlé. L'aide au sourcing, elle est valable tout au long du processus. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a aujourd'hui des IA qui se développent dans ce domaine, qui vont répertorier, grâce au registre du commerce notamment, les différentes entreprises par type d'activité. Et ça va aider l'acheteur à s'ouvrir à des entreprises qu'il ne connaissait pas auparavant. Là où avant, l'acheteur devait se baser uniquement sur son expérience propre, là, il peut aller chercher des prestataires qu'il ne connaissait pas. Voilà. Toutefois, la limite de l'exercice, et on l'a vu déjà, c'est que l'acheteur va conserver, lui, son analyse fine et les relations avec les entreprises pour bien bâtir ce cahier des charges. Très en amont, en fait, le maître d'ouvrage, il a le droit, l'acheteur public a le droit d'interroger différents prestataires pour adapter son cahier des charges et faire un appel d'offres qui soit
le plus juste par rapport à son besoin. Et ça, il va conserver ces relations-là. Pour le programmiste, là, l'IA va plutôt l'aider dans l'analyse des multiples données. Quand on commence une opération, il y a énormément d'informations à traiter. L'IA, on l'a vu ce matin, en fait, c'est un outil qui est beaucoup plus rapide que le professionnel expérimenté pour traiter la masse de données. Analyse du site, données démographiques, on l'a vu, données diverses et variées d'effectifs, d'évolution des effectifs, si on parle sur le groupe scolaire. Il va également créer des comptes rendus, des rapports, des synthèses automatiques. Et ça, on le voit, c'est un outil qui est transversal finalement à toutes les professions, y compris les professions juridiques. Il y a un élément important à mon avis, c'est sur la création d'images, et on en a un petit peu parlé ce matin avec la première intervention, et notamment les images présentées par Laurent Lescope. C'est qu'au stade de la faisabilité et de la définition du besoin, le programmiste aide, grâce à des petits croquis, des images de référence, l'utilisateur ou le maître d'ouvrage à se projeter pour définir son besoin et le qualifier. Et là, la création d'images automatiques va permettre ce travail assez rapide. Là, le programmiste, dans ces cas-là, il n'aura plus tout à fait le même rôle, il va plutôt se concentrer sur la question de l'interprétation, l'arbitrage, le conseil auprès de son maître d'ouvrage. La limite de l'exercice, c'est que quand on travaille avec les utilisateurs, l'IA ne comprend pas encore les non-dits, le langage non verbal, et donc l'humain, l'acheteur, comme l'AMO, le programmiste, à ce stade de notre exemple, va conserver son rôle de facilitateur et de médiateur, en quelque sorte, pour retranscrire toutes ces informations dans son cahier des charges. Alors, il faut voir aussi que l'IA est aussi un outil d'automatisation des tâches dans la passation des marchés publics. Alors, pour revenir maintenant sur les grandes étapes finalement qui mènent à l'attribution et à la signature d'un marché public, il faut savoir que l'IA va avoir comme support finalement la dématérialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des marchés publics sont des marchés publics dématérialisés. C'est même une obligation à partir de 40 000 € et d'une manière générale à partir du moment où il y a une publicité et une mise en concurrence. Et donc à partir de là, une fois que c'est dématérialisé par le biais d'une plateforme dédiée qu'on appelle un profil acheteur. Alors des profils acheteurs, on en connaît tous, s'agissant de l'État, c'est place, mais il y a des profils acheteurs qui sont des profils acheteurs, on va dire, créés à l'origine par des boîtes privées, comme Achat Public ou autres. Ces profils acheteurs, finalement, permettent de diffuser des informations, c'est-à-dire les avis de publicité, mais également de pouvoir télécharger les dossiers de consultation et, d'une manière générale, vont permettre tous les échanges qui sont liés, finalement, à la passation d'un marché public. Les remises des candidatures et des offres passent par un profil acheteur. La notification du rejet d'un candidat passe par le profil acheteur, de même que la notification liée à l'attribution d'un marché public. Une fois que j'ai dit ça, vous comprendrez que ce profil acheteur, cette base dématérialisée, finalement, ça va être le support pour développer des fonctionnalités IA, assez logiquement. Et donc, ici, on doit s'intéresser sur finalement ce qui peut être envisagé aujourd'hui au titre de l'IA sur la base finalement de ces profils acheteurs. Et là, on commence à voir les choses finalement de manière un peu plus concrète. Si on se place du point de vue finalement de cet acheteur, c'est-à-dire de la commune par exemple, qui va lancer sa procédure pour le choix d'un programmiste, d'un maître d'œuvre ou des différentes entreprises titulaires de marché de travaux. Et bien, finalement, on va se rendre compte que l'intelligence artificielle, l'IA, va apporter une couverture fonctionnelle avec une rédaction assistée de toutes les pièces. C'est-à-dire que finalement, l'IA va bâtir le dossier de consultation des entreprises. Va le bâtir à partir de quoi? À partir des données, bien sûr, qui vont être compilées. Ces données compilées, on y réfléchira parce que ça pose des problèmes aussi par rapport à la confidentialité, par rapport
à la protection aussi, à la propriété intellectuelle et autres. Mais à partir de ce moment-là, elle va pouvoir s'auto-alimenter et créer finalement des documents dont certains seront des pièces contractuelles. Quand je dis pièces contractuelles, ça veut dire qu'elle va générer de manière automatique un CCAP, pour ceux qui connaissent les marchés publics, un acte d'engagement public, un CCAP, un CCTP, un RC, toutes les pièces finalement constituent le DCE et les pièces contractuelles. Vous voyez bien, ça existe déjà d'avoir ce type de logiciel, ça existait avant la vulgarisation, on va dire, de l'intelligence artificielle, mais ça sera beaucoup plus poussé. Et aujourd'hui, même des IA, on va dire, généralistes, sont capables de le faire. Moi, j'ai testé. Voilà. Alors, est-ce qu'elles le font bien? C'est autre chose. Mais en tout cas, ça peut le faire aussi. Autre chose que peut faire l'IA, c'est finalement un contrôle de légalité des documents. C'est-à-dire qu'on peut demander aussi à l'IA, sur la base de documents qui sont ou ne sont pas générés par l'IA, de vérifier si elles sont conformes à la réglementation, c'est-à-dire la plus récente possible. Vous voyez bien que ici, on se retrouve sur véritablement un schéma, on va dire, où on produit les pièces. On produit les pièces et donc on évite une tâche chronophage à un juriste commande publique ou à un service commande publique. Cette évolution des fonctionnalités finalement au titre de l'intelligence artificielle présente donc plein d'avantages de prime abord, puisque on va avoir une standardisation et une actualisation des documents. Pour ceux qui connaissent un petit peu, là encore, le mode de fonctionnement de certains services commande publique, il arrivait quand même qu'on ait des difficultés à avoir des documents harmonisés, hein, voilà, et il se pouvait qu'on ait finalement chacun des membres de ce service commande publique, voire même des opérationnels, hein, qui passaient des marchés, qui allaient élaborer par eux-mêmes leurs propres documents, leurs propres DCE. Voilà. Et bien finalement, si on prend un logiciel avec des fonctionnalités IA, ça va d'une manière générale pouvoir générer quelque chose d'uniforme et donc participer d'une uniformisation et donc d'une actualisation aussi des documents, puisqu'on aura des documents actuels en lien finalement avec l'évolution de la réglementation. Ce qui veut dire qu'on aura une sécurisation juridique de ces documents. Voilà, il y aura moins de prise à contentieux, on va dire, parce qu'il y aura peut-être une réglementation qui n'aura pas été intégrée et qui permettra éventuellement à un candidat d'aller contester. Donc là, on est vraiment sur des documents, on va dire, aboutis. Et puis, on évite aussi les erreurs humaines, hein, parce qu'on sait très bien que parfois on est un peu fatigué, on n'est pas au fait, on va dire, de tout ce qui peut se passer en matière de commande publique, et puis on va produire un document, une pièce, on va dire un règlement de consultation, là encore avec des erreurs, voilà, des erreurs ou des contradictions. Donc des gains de temps d'une manière générale, d'efficacité et des coûts réduits, donc que des avantages de prime abord. Mais c'est oublier aussi des inconvénients. Ces inconvénients, en fait, ils sont en lien essentiellement avec des interrogations juridiques. D'abord, la propriété intellectuelle de ces documents. Alors, je suis rentré dans cette démarche de demander à ChatGPT, finalement, de m'élaborer un règlement de consultation pour un marché, pareil pour un CCAP. Il va le produire. Il va aller piocher à droite, à gauche, dans la base de données qui est gigantesque, vraiment sur Internet, et il va me produire finalement un règlement de consultation. Mais à qui il appartient finalement, ce règlement de consultation, hein? Alors vous allez me dire, ça ne change pas de ce qui se passait auparavant, puisque avant on piochait à droite, à gauche et on bâtissait. Mais en fait, en tout cas, ça a le mérite de reposer cette question-là, finalement, de la propriété intellectuelle. Et puis, cette standardisation, hein, que j'ai prônée en disant c'est génial, finalement, on va uniformiser, tout le monde va avoir quelque chose de propre. Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Moi, je me pose cette question parce qu'il y a des documents qui doivent être faits sur mesure. Hein. L'intérêt de l'humain, c'est que finalement, il va s'il est normalement constitué, se poser des questions et regarder s'il faut des variantes, s'il n'en faut pas, pourquoi il en faut. En fait, il va se poser des questions finalement qui sont en lien finalement avec le besoin et les réponses des candidats et qui ne demandent pas forcément une uniformisation de tous les documents.
Il y a surtout un document contractuel très important, c'est le CCTP. Genre, le CCTP, le rendre uniforme, ça n'a aucun sens. Hein. Donc, à partir de là, on voit bien la limite finalement de l'IA et le retour finalement de l'humain. Et c'est d'autant plus le cas lorsqu'on passe des marchés publics complexes. Autre usage de l'IA, au-delà finalement de générer de manière assez facile et automatique des documents, notamment le DCE, dossier de consultation des entreprises, on va pouvoir avec l'IA échanger avec les candidats, pourquoi pas des bots. On posera une autre question, c'est de savoir si on échange avec les candidats, comment on le fait en garantissant l'égalité de traitement. Voilà. Le principe de transparence et d'égalité de traitement. L'IA va nous aider aussi, dans le cadre finalement de procédures de passation qui impliquent des négociations, à la traçabilité de ces négociations avec des comptes rendus, normalement. Des comptes rendus qui seront générés de manière assez automatique. Je crois que vous avez tous peut-être, ou certains, fait l'usage, parce que c'est de plus en plus développé dans le cadre de visioconférences et autres, de ces fonctionnalités IA qui vous permettent de retranscrire le compte rendu finalement d'une visio. L'analyse des candidatures et des offres, ça c'est un point crucial. Crucial. En quoi l'IA va nous aider dans l'analyse des candidatures et des offres lorsqu'on est du côté des acheteurs? Première étape, c'est que l'IA va générer automatiquement des grilles d'analyse des candidatures et des offres. Alors pour l'instant, ça ne pose pas de difficulté. Au contraire, elles sont générées sur la base des critères de sélection des candidatures et des offres pondérées, le cas échéant. Mais ce qui est un peu plus inquiétant entre guillemets, c'est que l'IA va pouvoir aussi analyser les candidatures et les offres et produire le rapport d'analyse des offres. Donc là, on est finalement dans un outil de remplacement d'une tâche finalement qui est essentielle et qui est liée au choix même finalement de l'attributaire d'un marché public. Alors, vous allez me dire, il faut y voir des avantages. L'avantage, c'est que finalement, dans cette démarche qui vise à analyser les différentes offres, on va détecter toutes les anomalies liées aux offres, auparavant aux candidatures. On va détecter les offres anormalement basses. Ben oui, parce que là, on va pouvoir avoir des suspicions d'offres anormalement basses sur la base finalement d'une IA qui va pouvoir analyser la moyenne des différentes offres par une formule mathématique, considérer que celle-ci finalement est anormalement basse, et puis ensuite générer pourquoi pas des questions à poser au candidat pour nous prouver qu'il n'est pas anormalement bas. Et pourquoi pas les analyser, les réponses. Donc, vous voyez, que des avantages. Les offres irrégulières, c'est-à-dire les offres qui seraient contraires, en contradiction, ou qui auraient des documents ou des informations manquantes par rapport à ce qui est demandé au titre du dossier de consultation. Mais là encore, l'IA va être capable tout de suite d'aller les chercher. Hein, moi, je sais que quand c'est flou, il y a un loup. Avec l'IA, il n'y aura pas de loup. Hein. Voilà, dans l'offre. Hein. Et puis, on va avoir finalement une objectivisation, on va dire, de l'analyse de l'offre. Bah oui, parce que vu que c'est l'IA, en fait, on va éviter que pour le critère de la valeur technique, on va considérer que le prix c'est plutôt objectif, l'analyse du prix, sur les critères de la valeur technique, eh ben, on va avoir quelque chose d'assez objectif, puisque basé sur quelque chose de purement algorithmique. Mais ça présente quand même sérieux inconvénients hein, qu'on se doit de souligner. À mon sens, il y a quand même une difficulté ici. On est en train de traiter en fait, de données essentielles, de l'offre de candidats, de l'offre technique, parce que c'est une mémoire technique, qui sont couvertes normalement par le secret industriel et commercial, le secret des affaires aujourd'hui, et qui vont être traitées par une IA, donc qui va collecter finalement ces informations. Alors, ça pose une question en termes de sécurité liée à l'hébergement et au traitement de ces données qui sont normalement confidentielles. Alors, si c'est une IA générative grand public, oula, surtout pas. Il faut donc développer finalement des IA, on va dire, qui sont propres finalement à chacune des collectivités ou des acheteurs, on va dire, et qui vont pouvoir traiter des données de manière sécure en assurant finalement un hébergement et une sécurité.
Autre inconvénient, les biais algorithmiques. Alors c'est quoi un biais algorithmique? En fait, l'IA, elle traite que des données qu'on lui a, qu'elle peut collecter, parce qu'on l'alimente. Et bien forcément, ces données, finalement, elles raisonnent par rapport à ces données. Donc ça veut dire que dans le choix peut-être d'une offre, elle va raisonner par rapport aux seules données. Mais est-ce que ces seules données, finalement, conduisent finalement au bon choix? Et les responsabilités en cas d'erreur. Alors j'ai entendu ce matin mon confrère l'anglais qui disait assez justement que l'IA pouvait être stupide. Ben oui, l'IA a des hallucinations. Voilà, elle a des hallucinations. Ça veut dire qu'à un moment donné, en tout cas peut-être que ça s'arrangera avec le temps, mais à un moment donné, quand elle ne sait pas, elle invente. Voilà. Elle ne reconnaît pas, finalement, qu'elle est incompétente. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle va dire la chose qui lui semble la plus probable. Et ça peut être une erreur. Elle peut dire également quelque chose qui n'existe pas. Moi, j'ai fait l'exemple, je demande un graphique sur quelque chose, elle me sort des pourcentages. Je lui ai posé la question, je vais poser la question, sors-moi un graphique pour me dire selon quel pourcentage les tâches chronophages d'un responsable de commande publique vont être impactées par l'intelligence artificielle. Elle me sort un graphique, elle me met des pourcentages. Je dis, c'est incroyable, elle a trouvé des pourcentages. Alors, je lui pose la question, je dis, mais d'où viennent ces pourcentages? Ces pourcentages ne viennent pas de source officielle. Donc elle a inventé les pourcentages. Et donc, vous voyez bien, les choses, l'IA, il faut s'en méfier, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, si elle traite une offre qui fait 200 ou 300 pages, peut-être qu'elle va oublier certaines pages ou mal interpréter certaines choses. Elle peut faire des erreurs. Enfin, la prise de décision sur le seul fondement d'un algorithme, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'IA ne doit pas remplacer celui qui attribue le marché. Alors, pour les procédures formalisées, c'est la commission d'appel d'offres avec des élus. Ils ont un rôle, ils débattent sur les critères de sélection et ils attribuent. Avec finalement l'IA, on va se rendre compte qu'on va simplifier et fluidifier finalement le système d'attribution, puisque il n'y aura plus aucun débat, c'est l'IA qui aura fait le choix de l'attributaire. Donc il faut éviter ça. Alors, du point de vue de l'AMO, en fait, c'est exactement comme pour l'acheteur public. Nous, en tant qu'AMO, notre rôle, c'est l'analyse des données, des candidatures et des offres. On a fait des petits tests. L'analyse des candidatures, c'est assez simple parce que ce sont des données factuelles, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes dans la structure, etc. La question de l'offre, elle est beaucoup plus compliquée à gérer, notamment sur la question des projets d'architecture ou des mémoires techniques, mémoires architecturaux, etc. Sur ces cas-là, et notamment si on prend notre exemple de l'école à construire, enfin le groupe scolaire, on sera en concours de maîtrise d'œuvre au regard des seuils. Comment on peut demander à l'IA d'analyser la qualité d'un espace, la sensibilité de l'architecte par rapport à sa réponse architecturale au programme, le parcours architectural créé, les ambiances à l'intérieur. Ça semble à ce stade assez difficile. Et surtout, et cet échange et ce débat, il est très riche en général, donc il semble difficile de s'en passer. Donc c'est vraiment ce qui nous semble à ce stade, alors ça va très très vite, hein, mais à ce stade, c'est vraiment ça qui nous semble plus délicat dans l'utilisation, dans nos rôles à nous. Après, évidemment, en tant qu'AMO, l'IA va nous aider énormément pour mettre sous forme de rapport tout un tas d'informations que l'on a, tout un tas de rappels, de relances pour piloter, idem pour le chantier, pour les maîtres d'œuvre, relancer les entreprises, etc. Ça, il y a des outils qui existent et qui sont assez efficaces. Voilà. Mais c'est tout le rapport humain, la concertation, les échanges, la médiation qui reste totalement présent et nécessaire.
Après, si on regarde d'un point de vue prestataire au sens large, les entreprises, les maîtres d'œuvre, les programmistes, les AMO, peu importe, l'IA a aussi un rôle important sur la recherche et la réponse aux appels d'offres. Il existe maintenant des IA qui sont adossées à nos outils, nos plateformes qui nous envoient les appels d'offres et qui permettent de paramétrer quand même pas mal de choses, notamment les appels d'offres qui pourraient nous intéresser par rapport à nos valeurs. J'ai même vu un paramètre qui était de sélectionner les maîtres d'ouvrage qui payaient bien dans les délais. Donc c'est aussi une donnée potentiellement. Ça permet également une lecture très rapide et de faire une synthèse de l'ensemble des pièces. On sait tous que les dossiers de consultation sont parfois très très lourds. On peut avoir des centaines de pages à compresser assez rapidement. Donc ça va nous aider à prendre cette décision-là. Et puis de nous faire une synthèse du CCTP. J'ai vu des propositions également de grandes sociétés là, sur la place concernant les appels d'offres qui proposaient aussi jusqu'à la planification de toutes les tâches pour apporter la réponse ou encore pour rédiger les mémoires. Ce qui est assez bluffant, c'est également la création de contenus comme des graphiques, des images très très vite par rapport à la réponse que l'on fait. Et également l'identification de tous les partenaires dont on pourrait avoir besoin. Donc on voit que c'est encore pas diffusé dans toutes les entreprises, mais que petit à petit c'est quelque chose qui va se diffuser à l'intérieur des outils qu'on utilise déjà, pas forcément des nouveaux outils. Je vois ça, on y repart. Alors, pour terminer, l'intelligence artificielle, vecteur de transformation des rôles. Alors, on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Donc effectivement, l'IA change de regard sur la valeur des prestations intellectuelles, vous voyez, sur les tâches qui sont associées. On voit bien que ça ne remplacera pas l'humain en tant que tel, mais ça va forcément avoir un impact sérieux sur la façon de penser les choses. Et donc à partir de là, l'IA, s'il ne remplacera pas un AMO, un programmiste, il va transformer profondément son rôle. C'est la stratégie qui va être mise en avant, le pilotage aussi, finalement. Et on va voir que au-delà finalement du rôle de l'AMO, du programmiste, le juriste aussi, il est impacté par l'IA. Il est impacté par l'IA au sein des collectivités parce que toutes les tâches chronophages qui étaient liées finalement à la rédaction des pièces, des CE, à l'analyse des offres, les candidatures des offres, effectivement, c'est des tâches qui vont être réalisées par l'IA. Alors, il va falloir redéfinir son rôle finalement à ce juriste commande publique. Et ce rôle-là, finalement, ça sera un rôle de stratège et de supervision. Parce qu'on ne pourra pas de toute façon aller à l'encontre de cette révolution, mais par contre, on va pouvoir en bénéficier et essayer justement de se focaliser sur des points intéressants amenés par l'IA avec un rôle important, celui de la formation, c'est-à-dire que les juristes, commande publique, devront être formés aux fonctionnalités IA. Alors, juste pour terminer, j'avais fait un petit résumé de toutes les tâches qui pouvaient être impactées par l'IA, dans la planification, la définition du besoin, dans la rédaction du DCE, dans l'évaluation des offres, dans l'attribution du marché. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va aller peut-être directement à la conclusion que tu vas nous amener, Carole. Mais pour nous, finalement, dans les tâches de la commande publique, ce qu'on a conclu, c'est un super assistant, mais à l'instar du Thermomix ou du robot super, ça nous aide au quotidien, mais ça ne fera pas de nous un chef étoilé. Et du coup, il reste quand même l'humain comme élément important dans la passation des marchés publics, et ça nous semble primordial.